Alors, avant d'aller plus loin, le sud. Je crois que si on demande aux gens quelle est la quintessence des films franchouillards et populaires, la 7ème compagnie doit tenir une bonne place dans notre patrimoine. Une trilogie de films qui sont toujours très marrants à voir, avec un bon casting, et qui mine de rien, surtout les deux premiers, ont leur lot de répliques cultes. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Il faudrait se croupir. J'ai glissé, chef. Pas si vite. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Et j'en passe là, j'en passe pas mal. Mais bon, commençons par parler de l'homme derrière le projet, Robert Lamoureux. Un chansonnier comique qui a fait ses armes au théâtre lors de l'après-guerre. J'aime ces sketchs qui sont toujours efficaces 60-70 ans plus tard. Remarquez que je suis quand même sorti d'une grande école, hein. À coup de pompe, c'est entendu, mais enfin Comédien dans de nombreuses pièces et bientôt auteur. Il acquiert une certaine stature dans le cinéma des années 50 avec l'adaptation de son sketch à l'écran. Papa, maman, la bonne et moi. Une petite comédie tendre pour laquelle j'ai une certaine affection malgré son côté daté. Qu'est-ce que vous voulez, je dois vieillir. Franchement sans prétention, et qui sera le 3e plus gros succès de l'année 54, s'il vous plaît. Ils feront une suite 2 ans plus tard d'ailleurs, qui est moins bien. Qui marchera bien, cela dit. Dans les années 60, Robert Lamoureux passe à la réalisation au cinéma, mais en continuant à jouer au théâtre et à écrire des pièces, des satires sociales qui ont un beau succès. D'ailleurs, c'est ça qu'il préfère, les planches d'abord. Le cinéma l'attire moins. Vous dites, j'ai jamais été très cinéma ni très télé parce qu'il n'y a pas de public. C'est un art qui me restera étranger, vous dites. Oui, c'est vrai. Il ira jusqu'à parler de corvée. Même la mise en scène cinématographique, avec tout ce qu'elle permet, ça ne le tente pas plus que ça. Mais un sujet l'attire, qui n'est pas évident à faire sur scène et donc nécessite d'être fait au cinéma, des soldats ordinaires français dépassés par les événements lors de la débâcle, en juin 40. Il en parle au producteur Alain Poiré, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode de Ciné France, et qui adore l'idée. Ce sera donc produit par la Gaumont. Lamoureux écrit seul le scénario, les aléas de la 7ème compagnie de transmission, notamment du sergent-chef Chaudard, et de ses hommes, Tassin et Pithiviers. Pour ses rôles, il ne veut pas de grandes vedettes, il veut des comédiens doués avant toute chose. Stratégie intéressante. Il fera faire une lecture du script à Pierre Mondy et Jean Lefebvre qui seront impeccables. Déjà à l'époque, ils ont pas mal d'années dans le métier, mais généralement dans des rôles secondaires. Donc, les rôles principaux du film seront tenus par des comédiens habitués au second rôle. Ce qui a pu jouer aussi dans cette décision, c'est le budget du film, plutôt serré, qui se paiera quand même pas mal de matériel militaire de l'époque à l'écran, généralement américain, mais maquillé pour paraître français ou allemand. Honnêtement, le manque d'argent ne se sent pas. Mais revenons au personnage. Le sergent-chef Chaudard sera donc joué par Pierre Mondy, que les gens de ma génération ont tristement surtout dû connaître avec Cordier Juge et Flic, ce qui n'est pas mon cas, car j'ai vu des films avant, dont la 7ème compagnie, ouf. Qui à l'époque, donc en 73, avait déjà tourné dans près de 70 films, et mine de rien, avec rien moins que Gabin, Belmondo, Pierre Richard, et même parfois dans des succès internationaux. Les plus jeunes derrière l'auront au moins entendu dans Astérix, On les confisque tous et on les emmène au palais. ou vu dans Kaamelott. Pithiviers, lui, sera joué par Jean Lefebvre, comédien chevronné qui s'est entre autres fait connaître au cinéma avec Les Tontons Flingueurs, et qui avait été frustré par les tournages des épisodes du Gendarme car éclipsé par De Funès, et qui ne reviendra pas quelques années plus tard pour les 2 derniers volets. Quel dommage, les derniers Gendarmes étaient si bons. Il va avoir l'occasion de se refaire la cerise avec une autre saga qui va entretenir sa popularité. D'ailleurs, Jean Lefebvre et Pierre Mondy ont partagé l'affiche de 10 films entre 55 et 82. Enfin, pour le rôle de Tassin, on retrouve l'acteur italien Aldo Macchione, qui commençait à être connu, notamment car L'aventure c'est l'aventure venait de sortir, avec notamment cette fameuse scène. Le tournage peut commencer, et Robert Lamoureux étant plus à l'aise en tant que dialoguiste ou comédien, du reste il apparaît dans son film et en fait même la voix off, il laisse faire ses assistants sur le point de vue technique. Il se contente de leur donner des indications générales et il gère le reste, et il ne s'en cache pas, oui. Mais il ne sera pas dit qu'il se contentait de gérer ça de loin sur le plateau, car par contre, pour la direction d'acteur, là il prend ça au sérieux. Il y a un rythme, une musicalité à respecter dans les dialogues de Lamoureux. On n'est pas chez Mocky, et l'improvisation tu oublies avec lui. Et les comédiens le rendent très bien. Franchement, le jeu des comédiens quoi. Honnêtement, les 3 dans leur genre. Le pauvre sergent-chef un peu dépassé par les événements, qui essaie de se montrer à la hauteur, flanqué de ses acolytes tir au flanc. Et Pierre Tornade, dans le rôle du capitaine Dumont. Il joue un capitaine désabusé, et de plus en plus désabusé au fur et à mesure, dans le second film notamment, sur les capacités de ces 3 pauvres types. Ça donne une image sympathique de l'armée française en fait. Pas glorieuse, oui, mais sympathique. La défaite française.
L'action du film se situe notamment dans la forêt de Machecoul, en Loire-Atlantique, bien qu'il n'y ait pas vraiment tourné. On tournera principalement dans l'Essonne et dans les Yvelines. Et je parle d'action, mais le film a une qualité particulière. Il est finalement assez statique dans sa majorité. Il faut 55 minutes avant qu'il ne décolle de la forêt. Parti en éclaireur pour la 7ème compagnie de transmission, celle-ci est faite prisonnière dans sa quasi-intégralité, sauf eux donc. Résultat, ils marchent, se cachent un peu, mais surtout bavardent, se baignent, ils font du surplace, et pourtant, le film n'est pas ennuyeux pour autant. Il est vrai qu'il est parfois entrecoupé par des scènes du reste de la 7ème compagnie, menée par le capitaine Dumont, ou par les exploits du lieutenant Duvauchel, joué par Éric Collin, dont c'est sans doute le rôle le plus célèbre au cinéma. Lieutenant qui va bientôt rejoindre le petit groupe, et enfin les faire décoller dans la dernière demi-heure. Mais je parlais de qualité, oui, cette première partie dans la forêt, c'est pourtant une réussite, grâce au dialogue et aux comiques de situation. Il faut dire que Pithiviers en particulier fait tout pour retarder leur départ. Au bout d'un moment, lors de certaines scènes, il arrive qu'on oublie que c'est la guerre autour. C'est comme voir 3 amis en plein camping un beau jour d'été. Après, le tournage n'était pas si idyllique. S'il n'y aura pas de vraie tempête, il y aura quand même quelques accros. On notera notamment les retards de Lefebvre certains jours sur le plateau, et pas super en forme, après avoir été au casino jusqu'au milieu de la nuit. Oui, il était joueur, Lefebvre. Et je disais que l'amoureux était carré sur sa direction d'acteur, et ça ne va pas tout à fait coller avec Aldo Maccione, qui plaisantait trop à son goût, au point de trop distraire tout le monde de son travail. L'amoureux doit le rappeler à l'ordre, et un jour, Maccione, mécontent, finira par quitter le plateau, costumé pour son rôle, et faire plusieurs kilomètres pour trouver un téléphone, afin d'appeler Alain Poiré pour se plaindre. Poiré qui dira que c'est unique dans sa longue carrière. Cela dit, étrangement, Robert Lamoureux ne réagira pas plus mal que ça. Mais bon bref, même si en substance je pense que j'ai déjà expliqué, pourquoi la 7ème compagnie c'est bien. Déjà, le casting, formidable. Lamoureux en tire le meilleur. Et oui, tu peux avoir les meilleures répliques du monde, si les comédiens jouent comme des patates, ça fonctionnera pas. Ils subliment des répliques déjà très bien écrites. Un humour pas forcément d'une finesse inégalable, mais très gaulois qui titille une fibre quand même chez nous. Le film passe aussi, comme je le disais, d'une situation statique à un road movie, mettant en lumière les échecs cuisants de notre armée et son impréparation, et les attitudes peu glorieuses du français moyen. Bonjour, messieurs. Guten Tag. Können Sie uns was zu trinken verkaufen? À boire, oui, bien sûr. Tout en devenant sur la fin la revanche des petits face à la puissante armée allemande. Il est aussi un peu, j'insiste sur le un peu, plus sérieux que ses suites. On a quelques morts à l'écran, là où on verra un corps dans le 2 mais tué hors champ. On a un jeune soldat blessé, quelques passages un brin plus désabusés, comme lorsque le capitaine Dumont essaie de remonter le moral des troupes. Et puis sa musique, franchement, célébrissime. Au pire, vous la connaissez ne serait-ce que grâce aux vidéos sur YouTube, où encore aujourd'hui, des vidéastes l'utilisent en gag dès qu'il y a une bataille un peu naze ou des militaires un peu nuls. Composé par Henri Bourter, auteur de nombreuses musiques de chansons à succès dès les années 40, il avait déjà créé la musique de quelques films à succès, mais celle-ci reste sa plus célèbre. La Gaumont ne croit pas spécialement au film, et comme le budget, la promotion c'est plutôt léger. En plus, les critiques ne sont pas plus enthousiastes que ça. Et pourtant, quand il sort le 13 décembre 1973, Mais où est donc passée la 7ème compagnie est un grand succès. Il flirte avec les 4 millions d'entrées, et se classe 3e plus gros succès de l'année. Il ne fera donc pas partie de la liste des films ayant moyennement marché à leur époque, puis devenu culte. Non, il a fonctionné d'entrée. Et vous saviez que le film a eu son petit succès en Allemagne? Ils sont beaux joueurs. Et oui, quand il débarque outre-Rhin en 74, il réalise 1 400 000 entrées, c'est pas si mal. Et puis, il fait partie de ceux qui déjouent les pronostics. Il fête ses 50 ans l'an prochain et il a déjà été rediffusé à un point assez dingue, mais il fait partie de ces films qui, invariablement, font de l'audience. Il est culte. Cet été, TF1 l'a diffusé en prime. Alors déjà, pour que de nos jours TF1 diffuse un film aussi vieux en prime, waouh, il faut une valeur sûre. Et effectivement, c'est une valeur sûre puisqu'il a été premier des audiences. 2022 mec, la 7ème compagnie est dans la place, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, il a marché à l'époque, il marche toujours aujourd'hui. Et entre autres bien sûr, parce que c'est une saga. Après le succès du premier film, l'envie de remettre le couvert s'est vite fait sentir à l'époque. Cette fois, Jean-Marie Poiré, fils d'Alain et futur réalisateur à succès, oh si peu, va écrire le film avec Robert Lamoureux. D'où un ton un chouïa plus léger et, quand on fait le compte à vue de nez, peut-être un poil plus de gags visuels entre guillemets faciles, mais sans qu'on ne sente une telle cassure. Les comédiens sont partants pour empiler dans ce deuxième volet, initialement nommé Le Retour de la 7ème compagnie, Lefebvre et Mondy sont même franchement enthousiastes. Mais reste Aldo Maccione. Comme je le disais, tout ne s'est pas forcément bien passé sur le tournage du premier, mais ça aurait pu se faire s'il n'y avait eu la question de l'argent. Lors des négociations, Aldo Maccione se dit qu'après tout, le premier a fait un tabac, ils peuvent bien lui donner un peu plus d'argent. Mais non. Du coup, il ne remplira pas. Après, pour être très franc, du trio original, Tassin est celui qui me marque le moins, peut-être parce qu'il n'a que le premier sous les traits de Maccione, et que je n'ai pas pu autant m'y habituer que les autres. Mais, tout en étant bon, il n'y a aucun problème, il ne me fait pas autant rire que Lefebvre par exemple.
Mais donc, on se tourne alors vers Henri Guibé, un des comédiens issus du Café de la Gare. Il avait déjà gentiment commencé à se faire connaître avec des seconds rôles depuis quelques années, et justement en 73, je disais que le premier film avait fini en 3ème place du box-office, derrière Mon nom et personne en 2ème, et le premier était Rabbi Jacob, dans lequel il jouait. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Guibé se demande si ça va vraiment être bon. Après tout, c'est le numéro 2, les suites sont plus rares à l'époque, et les suites valables sont carrément rarissimes. Mais il a vu et apprécié le premier, il l'accepte pour un cachet plus raisonnable que celui de Macchione. Avec lui, Tassin devient donc plus naïf, volontaire mais plus candide. Et je l'aime un peu mieux que Macchione dans ce rôle. Progressivement, lors du tournage, en 75, il se rend compte que, ça a beau être le numéro 2, ça peut fonctionner en fait. Et j'ai commencé à me dire, ça va peut-être marcher le jour où on a tourné la fameuse scène des matelas. J'ai dit, ça c'est un gag génial. Même s'il aura, comme Macchione, du mal à se faire à l'exigence de Robert Lamoureux. Lors de son premier jour de tournage, Lamoureux lui fera refaire une prise 35 fois. Mais il s'amusera, comme ses compères, du fait que, dès que Lamoureux était insatisfait, il avait sa manière bien à lui de remplacer une engueulade en commençant sa remontrance par un « mon lapin », histoire que ça paraisse quand même gentil. Faut que le boulot soit fait, mais je n'ai pas envie de me mettre en colère. Le premier film se terminait par le parachutage des trois en 1944, mais pour cette suite, on reprend plutôt à l'avant-dernière scène du premier volet, en 1940 donc, où les trois compères aident la compagnie à fuir sous le nez des Allemands. Allemands quand même pas méfiants, hein. Ceux avec Tassin qui a subi une chirurgie esthétique express donc. La scène a été retournée. Pour l'occasion, en plus de la présence de Guibé, il y a quelques différences si on revoit les deux scènes à la suite. La 7ème reconstituée, nos trois héros sont à nouveau envoyés en éclaireur sous les ordres du lieutenant. D'ailleurs, on remarquera que le lieutenant du Vauchel se fait dégager manu militari, c'est le cas de le dire, après 10 minutes de film, capturé par les Allemands. On ne sait pas ce qu'il devient, si ce n'est donc qu'il est censé être de retour avec nos trois héros plus tard. Commence alors un vrai périple pour les trois. Là, l'ensemble du film bouge et est un peu plus ambitieux. Comme le premier, il se paye un bon petit casting secondaire. Hubert Deschamps, Bernard Desrand, Jean Rougerie, Michel Modo, mais aussi... la plus sexy de toutes nos actrices, Jackie Sardou. Dans le rôle de la mère Cruzy, qui apparaît à la suite d'une scène très compliquée à tourner. Fuyant les Allemands, les trois compères se retrouvent dans une rivière, qui était, malgré le tournage en été, quand même bien froide. Ils étaient censés être entraînés par le courant, mais le niveau était en réalité peu profond. Résultat, ils devaient ramper pour faire croire que le courant les emportait. Sur les cailloux, ouille. Il y aura également du fil de fer au fond pour qu'ils puissent s'y cramponner. Le tournage de ce passage durera 8 jours quand même. Alors personne n'est décédé d'une pneumonie, c'est déjà ça, mais il se retrouve pris dans les pales d'un moulin à eau, un ancien moulin remis en service pour les besoins du film. Or, pour sembler bloqué, les comédiens sont attachés, jusqu'au jour où la roue se bloque avec Jean Lefebvre sous l'eau. Oups. Heureusement, il y avait quand même des plongeurs engagés pour ce film et ils l'ont détaché. Mourir comme ça aurait quand même été ballot, c'est certain. La plupart des autres scènes sera quand même plus simple à jouer, sauf peut-être la scène finale du train, en plus mise à mal par une grève des techniciens. Mais le personnage de Pithiviers résumera la structure du film sur la fin. Parce que nous, chef, quand on s'évade, c'est jamais pour plus de 5 minutes. En 3 évasions, on a tout juste été libre, un quart d'heure. Et c'est assez vrai. Régulièrement, bon, peut-être pas toutes les 5 minutes même en moyenne, mais tout de même, ils vivent une nouvelle situation qui les amène à devoir se déguiser, fuir, se cacher, mais ils sont repris et on est reparti pour un tour. En passant, je comprends pourquoi d'un point de vue scénar ils le font, mais... Bon, je commence par le début. À un moment donné, les seuls vêtements qu'ils ont à disposition sont des uniformes de gradés, qu'ils n'ont pas le droit de mettre en principe, bien sûr, mais ils le font pour ne pas rester en caleçon. Et ce sera l'occasion des situations amusantes, avec encore un certain fond d'ailleurs. Là où on nous montrait que peu les hauts gradés dans le film précédent, ici, on nous montre que la plupart, avec peut-être une exception, sont aussi peu fiables et dignes que les troufions. Mais donc, le coup de mettre des uniformes d'officiers, vu tout ce que ça entraîne, d'un point de vue intrigue, c'est bon pour le film. Mais du point de vue logique des personnages, s'ils ne voulaient pas être des imposteurs, il suffisait de ne pas mettre les vestes et le képi et de se contenter des pantalons et chemises, non ? Mais donc ce film, c'est un festival de gags, de trouvailles, et d'ailleurs finalement, le premier en a, clairement. Mais les répliques de la 7ème compagnie qui sont restées sont, je pense, majoritairement de ce second volet, toutes du comique de répétition. Autant la réplique en elle-même n'est pas spécialement drôle, mais j'adore le jeu de Lefebvre qui la sublime. Pour ceux qui se demanderaient, Ça c'est con que je vous sers régulièrement dans mes vidéos, ça vient de ce film. Une nouvelle fois dans sa carrière, après avoir été soldat qui louche dans la Grande Vadrouille, Michel Modo joue un soldat allemand avec son « Croupir! Il faudrait se croupir !» Dans une scène où Tassin et Pithiviers doivent aller chercher des vaches dans une ferme sous la surveillance d'un soldat pour assurer le ravitaillement en viande des prisonniers, et dans l'équipe du film, personne n'était très chaud pour faire cette scène, rapport au fait qu'il fallait que la vache enlisée dans la flaque ne souffre pas. Oui, comparé aux nombreux cochons tués dans la traversée de Paris, là, 20 ans ont fait leur œuvre, on commence un peu à se soucier du bien-être animal.
on a retrouvé la 7ème compagnie sur le 10 décembre 1975, soit 2 ans presque jour pour jour après le premier. Et ça fonctionne aussi, pratiquement aussi bien que le premier, puisqu'une fois encore, il se classera 3ème plus gros succès de l'année en France, derrière La Tour Infernale et Peur sur la ville, avec un score similaire à l'original, 3 700 000 entrées. Et question qualité, j'ai du mal à l'affirmer, mais c'est une des quelques suites françaises possiblement supérieures à l'original. Ça se joue à peu, je comprendrai quelqu'un n'étant pas d'accord, mais pour moi, il y a match. Du coup, ce succès amène un 3ème film, une nouvelle fois coécrit par Robert Lamoureux et Jean-Marie Poiret. Mais comme souvent dans les sagas, on fait un premier film qui marche, on essaie de faire plus fort pour la suite, mais on peut difficilement faire encore plus fort pour le 3ème sans tomber dans la surenchère. Alors on essaie de partir dans une autre direction. C'est ce qui s'est passé ici. On était en pleine débâcle de 1940, cette fois, on est en 1942, le temps de la résistance est là. Chaudard est revenu dans sa quincaillerie, ses 2 anciens subordonnés viennent le voir pour une visite de courtoisie de quelques jours, mais ils vont se retrouver dans un réseau de résistants bien malgré eux. Oui, une nouvelle fois, ils n'aiment pas les Allemands, mais ils ne sont certainement pas résistants. Or, là où souvent dans les films de guerre sur l'occupation, on nous montre ou les héros de guerre ou les collabos, ce film nous montre l'immense majorité des Français, l'entre-deux qui se débrouillaient comme ils pouvaient, et cite donc les personnages secondaires des précédents films. Le titre est un peu faux du coup, la 7ème compagnie, on la voyait dans les précédents films. Ici, c'est à croire qu'elle se limite à ces 3 hommes. Mais bon, je chipote. Et fatalement, nouveau cadre et disparition de la 7ème, on a du coup des nouveaux personnages secondaires. André Pousse en antagoniste principal, mais aussi Gérard Jugnot qu'on voit mine de rien dans beaucoup de films de l'époque. Dans les années 70, avant l'époque des premiers bronzés, vous mettez un film populaire d'alors, souvent vous le verrez dans un rôle secondaire ou tertiaire. Jugnot qui n'a pas aimé le tournage non plus, car tout comme Henri Guibé dans le précédent, il aura quelques soucis pour dire ses répliques précisément comme Robert Lamoureux le souhaitait. Guibé va le rassurer en lui disant que son premier jour de tournage c'était pareil. Lamoureux l'a jaugé et lui a fait refaire des prises encore et encore. Par contre, autant Jugnot n'était pas encore très connu, autant Jean Carmé qui n'était pourtant pas un 9 frais du jour, c'est pareil, il devra également multiplier les prises pour satisfaire le réalisateur. Sur le sujet des prises, il y a une anecdote assez connue, mais pour ceux qui malgré tout n'en ont jamais entendu parler, cette scène. Il venait de partir, mais si vous voulez... La gifle est réelle. On avait déjà fait quelques prises qui ne fonctionnaient pas, André Pousse avait envie d'aller déjeuner, alors merde. Et puis bon, gifler Jean-François Derek, je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent en avoir envie aussi. Et donc, ce 3ème volet, est-ce un digne successeur des 2 premiers ? Oui. En fait non, mais... Enfin si, mais... Bon... Disons que c'est toujours bien, mais c'est un peu en dessous. Bon, je passe sur les petits défauts du genre les anachronismes, qui de toute manière étaient déjà présents dans les premiers, et en plus souvent invisibles pour les profanes en matos militaire. Je passe aussi sur Chaudard qui se prénomme Louis dans les 2 premiers volets et qui s'appelle désormais Paul, et sa femme qui selon les films s'appelle Paulette ou Suzanne. Ça, encore, en soi, ça ne gâche pas le film. Mais il y a moins de situations marquantes que dans les précédents, et également moins de répliques fortes. La moisson est un peu plus maigre, oui, mais il y en a quand même, hein, comme lorsqu'ils se font passer pour des Anglais ou des grands résistants. J'aime bien aussi ce moment très vrai quand Chaudard montre un endroit banal à ses hommes. Derrière les collines, c'est des carrières où je venais jouer quand j'étais gosse. C'est tellement vrai, je veux dire, montrer aux gens un souvenir anecdotique en soi mais important pour nous, généralement les gens, bien polis, ils réagissent un peu comme ça, alors que ça ne leur évoque rien et qu'ils s'en foutent. Un peu comme quand je vous raconte ma vie dans certaines de mes vidéos, vous êtes bien gentils mais vous en foutez. Oui, bon bref, je trouve que c'est bien vu comme moment. Les comédiens prennent toujours du plaisir, c'est toujours sympa, on retrouve le trio qu'on a appris à apprécier, mais voilà, en tant que spectateur, on peut se dire qu'il est temps que ça s'arrête. Dans une moindre mesure, une chose qui fait que le 3 est un bras en dessous, il est plus court que les autres. De quelques minutes seulement, mais vu qu'aucun n'est bien long, on n'aurait pas été contre une petite rallonge. Comme dans les précédents, néanmoins, on s'arrête avec une nouvelle victoire de la 7ème qui, par accident, fait sauter des navires ennemis. Séquence tournée en Bretagne, dans le port de Daouet, ce qui n'a pas manqué de faire réagir certains habitants qui, même pour un bref plan, ne voulaient pas qu'on hisse à nouveau le drapeau nazi, on le comprendra. Et au final, avec la 7ème compagnie au clair de lune qui sort le 7 décembre 77, donc décidément à chaque fois il y a 2 ans d'écart pratiquement au jour près, cette fois le box-office est moindre. Les chiffres sont 2 fois moins élevés que pour le second, avec 1 800 000 entrées, ce qui reste convenable, mais 12e des entrées de 77, à comparer avec la flatteuse 3e marche du podium des autres volets. Mais je ne pense pas que le fait qu'on passe de très bons films à un volet juste sympathique est tellement joué. Je crois que c'est aussi parce qu'on commençait à avoir une overdose de films de bidas à l'époque, et souvent d'une qualité discutable. Arrête ton char bidas, sorti d'ailleurs le même jour que la 7ème compagnie au clair de lune, et qui fera plus d'entrées. Mauvais choix les gens. D'ailleurs, Lamoureux, à la même époque, signera Impossible pas français, dans un univers différent mais avec le même casting, et Opération Lady Marlène, là aussi durant la guerre, avec d'autres acteurs principaux, mais aussi quelques têtes en commun. Et c'est moins bien. Il y a eu aussi cet autre film voulant surfer sur le succès de la 7ème compagnie, avec une partie du même casting, Le Jour de gloire, une autre comédie se déroulant durant la guerre qui aura son petit succès, sorti 1 an avant pile poil, en décembre 76, et qui avec donc presque 2 millions, fera 200 000 entrées supplémentaires que son successeur. Donc je pense vraiment qu'il y a eu un début de lassitude.
Un 4e volet est quand même envisagé par le producteur Marcel Dassault, qui pensera à l'idée de la 7ème compagnie contre Frankenstein, et oui, c'est une vraie anecdote. Mais Robert Lamoureux préférera s'arrêter là. Il laissera ce genre d'idée au Charlot ou à la saga du gendarme. Malgré tout, l'équipe tournera à nouveau ensemble. Je parlais de Mondy et Lefebvre qui se retrouveront jusqu'en 82 avec Le Braconnier de Dieu, mais Guibé et Lefebvre aussi tourneront encore dans le futur. Entre autres dans Ils sont fous ces sorciers. Et pourtant, Mondy l'a dit plusieurs fois, il en avait ras-le-bol d'être un peu trop assimilé à Chaudard quand on le croisait dans la rue. Beaucoup de gens lui faisaient régulièrement ce geste. Mais bon donc, ils continueront à jouer ensemble, à croire qu'aucun n'avait totalement envie de laisser ses bons souvenirs derrière. Tous, du réalisateur au trio principal, garderont un souvenir nostalgique de ces tournages. Et les Français suivent, je vous parlais du premier tout à l'heure, mais même les suites, même la 7ème compagnie au clair de lune fait toujours de l'audience en 2022. Ils sont indéboulonnables. J'ai vu des gosses, moi, me dire des tirades entières du film, des scènes, de me jouer des scènes entières du film, que moi j'avais complètement oublié. Et je dis, oui, c'est vrai qu'on a dit ça, mais je m'en souvenais plus. J'avais oublié, pour moi c'était le passé. Même pour le pinard, vaut mieux de côté du fer. Il a